Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. La République démocratique du Congo, notre pays, reconnu mondialement pays potentiellement riche. Riche par sa diversité, dans le sol comme dans le sous-sol. Le sol, nous avons une grande forêt, une bonne forêt, enviée par le monde, la deuxième grande forêt après l'Amazonie. Nous avons toutes sortes d'animaux, nous avons des parcs avec toutes sortes de diversités. Nous avons des eaux, les fleuves, les rivières, des sources. Et sur le sous-sol, c'est un scandale géologique. Mais le contraste est à son niveau, malgré la diversité, malgré la richesse, mais la population reste pauvre. Pourquoi? Voilà la nécessité de cette émission Sciences et Mines, qui va responsabiliser ici les dirigeants et les scientifiques sur la problématique de la transformation de ce que nous avons comme potentialité. Pourquoi ne parvient pas à transformer ce que nous avons pour que finalement la population puisse s'y retrouver? Ce sens que nous donnons à l'émission que nous recevons ce soir. Norbert Yamba, expert international en matière de gestion rationnelle des ressources naturelles. Il est enseignant à l'université, cadre de l'UDPS. Voilà, c'est avec lui que nous allons échanger ce soir. Bonsoir Norbert Yamba. Bonsoir, merci Pascal pour l'invitation. Nous vous avons reçu un peu longtemps qu'on n'est pas ensemble. Et vous comprenez que nous parlons de notre pays, nous parlons Congo, pays riche. Est-ce que c'est convenable aujourd'hui qu'on dise la République démocratique du Congo, pays riche, et lorsqu'on voit leur comportement, enfin, lorsqu'on voit le vécu quotidien du Congolais, c'est la pauvreté qui respire. Est-ce que c'est normal qu'on dise le Congo comme pays riche aujourd'hui? Non, il y a un paradoxe. On est riche, c'est vrai, en termes de potentialités, des richesses qui ne sont pas véritablement des richesses rares, mais nous sommes aussi pauvres parce que tous les indicateurs sont au rouge. Plus de 80% de notre peuple est dans la pauvreté la plus absolue. Et donc, la question que vous posez, c'est une question questionnante. C'est-à-dire une question qui appelle d'autres questions. Qu'est-ce qui expliquerait le paradoxe entre autant de richesses et autant de pauvreté? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que véritablement nous puissions sortir du ghetto de la pauvreté vers véritablement le paradis de la richesse? Ça, c'est peut-être la question que nous allons tenter véritablement de répondre. C'est justement ça la question. Qu'est-ce qu'il faut finalement? Bien avant l'indépendance, on pouvait imaginer nos richesses, ceux qui nous colonisaient plutôt pouvaient les emporter, aller avec ça ailleurs. Mais depuis que nous avons la liberté de tout faire sur ce qui nous concerne, depuis 60 jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est incapable de bien faire malgré nos richesses. Qu'est-ce qu'il faut au jour d'aujourd'hui pour que finalement ce que nous avons comme richesse soit ressenti auprès de la population? Merci Pascal. Je voudrais que cette émission soit pédagogique, que ça permette à ce que notre peuple comprenne les soubassements de notre pauvreté. C'est pourquoi je divise cette réponse à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que je vais tenter véritablement de présenter quelques potentialités, quelques richesses de notre pays. Et dans un deuxième temps, je vais présenter les pistes de solutions pour sortir véritablement de cette situation. À ce qui concerne les richesses potentielles dans notre pays, lorsqu'on regarde, n'est-ce pas, les potentialités, on peut dire que les forêts, effectivement, vous avez raison de dire que nous sommes le deuxième poumon écologique après l'Amazonie, le bassin du Congo. Le bassin du Congo a 235 millions d'hectares de forêt et le Congo seul, parce que le bassin, vous prenez par exemple Centrafrique, Cameroun, Congo-Brazza, etc., Guinée équatoriale, Gabon, Congo-Kinshasa. 235 millions de kilomètres carrés de forêt. Et le Congo-Kinshasa, à lui seul, compte 145 millions de forêts. Le Congo, c'est une puissance géologique. Vous savez que le Congo dispose de 1100 minéraux. Tous les tableaux de Mendeleïev, on le retrouve au Congo. Et la potentialité en termes, si on exploitait tous ces minéraux, ça
coïncide avec 24 000 milliards de dollars, l'équivalence de la somme du produit brut américain et européen réunis. Seulement les minéraux du Congo, encore que les minéraux prospectés. Et donc, nous avons, dans une étude qui a été faite par un panel de géologues dans le site Katanga, on a trouvé 48 minéraux. 12 n'existent nulle part au monde. Vous savez que le coltan dans le Kivu représente 80% des réserves mondiales. Le cobalt aujourd'hui, 70% de réserves mondiales. Et 60% de la production, c'est les Congo-Kinshasa. Et vous savez qu'aujourd'hui, la matière, ça coïncide avec 24 000 milliards de dollars. L'équivalence de la somme du produit brut américain et européen réunis. Seulement les minéraux du Congo, encore que les minéraux prospectés. Et donc, nous avons, dans une étude qui a été faite par un panel de géologues dans le site Katanga, on a trouvé 48 minéraux. 12 n'existent nulle part au monde. Vous savez que le coltan dans le Kivu représente 80% des réserves mondiales. Le cobalt aujourd'hui, 70% de réserves mondiales. Et 60% de la production, c'est les Congo-Kinshasa. Et vous savez qu'aujourd'hui, le cobalt devient la matière la plus utile aujourd'hui à cause de la fabrication, n'est-ce pas, de téléphone électrique. Et la batterie électrique est fabriquée à l'aide de la matière de cobalt et de lithium. Et donc, nous avons tous les minéraux, 1100 minéraux, 24 000 milliards de dollars que cela peut donner lorsque on exploite, on vend, etc. Donc le Congo ne peut pas se trouver dans une situation. Sur le plan agricole, nous avons 80 millions à 120 millions de terres arables, de terres fertiles. Et aujourd'hui, nous n'avons pas exploité au-delà de 4%. Sur le plan faunique, nous avons plus de 509 espèces de mammifères, 350 espèces de reptiles, 100 espèces de primates. Bonobo aujourd'hui, c'est le seul pays où on trouve des vrais bonobos de prédilection, etc. Nous avons 1000 types d'oiseaux, ça suscite l'intérêt, ça suscite l'adhésion des touristes, etc. Nous avons également 50% de ce qui représente les potentialités hydroélectriques dans le tiers-monde. Lorsque je prends l'Amérique latine, je prends l'Asie, vous prenez l'Inde, la Chine, tous ces dragons asiatiques et les tigres asiatiques, les Congo-Kinshasa représentent 25% des potentialités, soit 100 000 mégawatts. Mais en termes de production, vous savez que nous ne sommes pas au-delà de 1000 mégawatts. On est à 1400 mégawatts, toute personne n'a véritablement d'électricité. Sur le plan de la population, le Congo a aujourd'hui 85 à 87 millions, toute proportion réservée à cause de manque de recensement, etc. 85 à 87 millions de personnes. Et donc en 2035, le Congo aura 165 millions de personnes. En 2050, le Congo aura 220 millions de personnes. En 2100, le Congo aura 400 millions de personnes. Quelle potentialité! 60% de la population jeune. Donc en termes de ressources, en termes de potentialité, nous avons des moyens et nous pouvons véritablement nous engager dans la direction du développement. Alors maintenant, qu'est-ce qui explique que toutes ces richesses n'ont pas l'air véritablement d'impacter la vie des citoyens congolais? Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que, comme vous l'avez dit, notre système éducatif nous donne un enseignement en bâtardisé, un enseignement de perroquins, un enseignement des récitateurs, un enseignement des répétiteurs, au point où il y a divorce entre ce qu'on nous enseigne et les richesses qui sont les nôtres. Parce que l'homme doit être en mesure de pouvoir moderniser la nature naturelle. Et nous sommes là pour, lorsqu'on parle du cuivre, on décrit le cuivre, on cite les pays qui en produisent et on s'arrête là. Or, le cuivre, c'est une matière, il faut la transformer, il faut lui donner une valeur ajoutée. Il me semble que dans le type d'enseignement que nous avons, c'est un enseignement qui produit des chômeurs de luxe, c'est un enseignement qui ne peut pas avoir le caractère transformationnel de la société. Et lorsque vous regardez, même au Katanga, il a existé
une institution supérieure géologique, malheureusement, cela n'a pas permis à transformer véritablement nos richesses. Cela n'a pas permis à transformer le minerai. 1100 minéraux. Aucun minerai n'est transformé dans notre pays. Simplement parce que nous n'avons pas des hommes et des femmes qui sont capables, qui ont la puissance du savoir sur cette question et qui sont capables de transformer. Et donc, premier problème, c'est l'enseignement. Si vous avez un enseignement qui ne correspond pas aux besoins, vous êtes à l'Équateur, où il y a la forêt, vous ne trouvez aucune institution agricole. Effectivement, il y a une institution en Bandaka, ça c'est évident. Mais quelle agriculture? Si c'est une agriculture de répétition, etc., où tous ceux qui véritablement sont formés deviennent des chômeurs de luxe. Ils sont dans le bureau, ils sont en train véritablement d'auréoler le prestige de leur diplôme et personne ne va aller travailler. Lorsque je suis arrivé à Ingénie dans une étude du système éducatif, j'ai trouvé, cher Pascal, que là, on produit, les gens sont des chasseurs, les gens sont des pêcheurs, les gens sont, n'est-ce pas, des agriculteurs. Et les instituts qui ont été mis en place, c'est la pédagogie, c'est la littérature, c'est la biochimie. Lorsqu'on a un diplôme d'État, on termine, on va en ville. Et lorsqu'on arrive en ville, effectivement, on ne trouve rien. Et on construit une armée de chômeurs de luxe. C'est ça le danger. Donc, toutes nos richesses potentielles ne sont pas encore transformées. Vous aviez parlé de l'enseignement. Alors maintenant, le système éducatif doit être organisé. Deuxième chose, il faudrait une recherche, ce qu'on appelle la recherche scientifique développement. Vous voyez, quand vous regardez notre ministère de la recherche, mais c'est un ministère le plus pauvre, même pas 1% de ce qui représente le budget de la République. Alors maintenant, comment vous allez soutenir les centres de recherche? Comment nous avions vu à la deuxième République, enfin, je dis à l'entrée de la FOUDEL avec Mouzé Laurent-Désiré Kabila, lorsqu'il prend le pouvoir, et avec les diamants, il commençait maintenant à nourrir l'ambition de transformer ces diamants sur place ici. Pourquoi aujourd'hui, ce débat n'est plus évoqué? Apparemment, la mer reste maintenant tendue. Une fois qu'on a de minerais comme ça, l'espoir c'est comment les exporter à l'extérieur. Et c'est les conséquences que nous pouvons vivre. Parfois, on nous vend tout ça trop cher. Pourquoi on ne peut pas maintenant naître une philosophie de la transformation de tout ce que nous avons comme potentialité sur place ici au pays, au lieu d'aller les faire ailleurs? Ce n'est pas impossible, mon frère Pascal. Mais il faut avoir des hommes et des femmes qui ont une volontariste de transformer la République, qui sort du ghetto, qui sort de l'euphorie de jouissance, qui mettent en place un écosystème politique transformationnel. Ça, c'est un grand défi pour nous. Regardez. J'étais au mois de novembre au Rwanda. Et le Rwanda partage avec nous le lac Kivu. Et dans le lac Kivu, il y a le gaz méthane. La plus grande quantité du gaz se trouve dans notre partie. Mais le Rwanda, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé un appel d'offres. Les Indiens sont arrivés et le coût du budget d'exploitation au prorata de 500 millions de dollars. Les Indiens ont supporté, ils ont travaillé dans les lacs, ils ont mis en place les dispositifs. Aujourd'hui, on extrait le gaz, on les transforme au Rwanda et on les vend. J'ai vu un petit truc comme ça, ça vous fait 70 dollars. Et à Bukavu, il y a des cuisiniers qui marchent avec le gaz. À Goma, et tout un grand marché, parce que vous avez le Rwanda, vous avez le Congo-Kinshasa, vous avez l'Ouganda, le Burundi, etc. On utilise le gaz produit au Rwanda. Et nous avons une grande quantité. Le Rwanda n'avait pas de l'argent. Il a négocié avec les Indiens. Aujourd'hui, ils exploitent le gaz méthane. Regardez, nous avons le cobalt. 60% de la production mondiale, c'est au Congo. L'avenir de demain, c'est le cobalt. Mais c'est le Congo, véritablement, qui en a le leadership. Mais au Rwanda, aujourd'hui, ils sont en train de mettre en place, n'est-ce pas, une usine de fabrication de batteries électriques. Vous savez que la batterie de demain, la lutte contre le dérèglement climatique, c'est la batterie en cobalt. Mais aujourd'hui, au Rwanda, on est en train. Où est-ce qu'ils vont avoir ce cobalt? Parce qu'ils n'en ont pas. Peut-être au Congo. Mais ils mettent cette usine-là pour fabriquer la batterie. Très bien. Mais le Congo, qui en produit, n'est pas préoccupé pour mettre la batterie. J'allais vous dire, même le cobalt, nous avons 80% des réserves mondiales. Mais au Congo, au Rwanda, on est en train de mettre une usine de raffinerie de cobalt. Justement parce que vous savez, l'électronique aujourd'hui, les téléphones, etc., on les fabrique avec la matière de coltan. Mais alors maintenant, nous
Non seulement nous n'avons pas des écoles avec des personnes, encore qu'il faut les envoyer ailleurs pour aller apprendre la capacité de pouvoir transformer ces choses-là, ce n'est pas encore la préoccupation. C'est ainsi que troisième point, au-delà du système éducatif qui doit correspondre aux besoins, au-delà de la recherche scientifique qui véritablement doit promouvoir le recherche technologique, le recherche scientifique, le recherche fondamentale, en ayant des universités qui deviennent véritablement de laboratoires pour nous produire des alternatives, de manière à transformer nos richesses, pour qu'on crée des chaînes de valeur ajoutée. Imaginez-vous que le cuivre, on le produirait, il y aurait une société, on le transformerait, il y aurait une société, et on le commercialiserait, il y aurait une société. Il y a 3 sociétés en chaîne. On réserverait le chômage à la première société, deuxième société, troisième société. Donc, nous sommes dans les incantations, nous sommes en train de négocier en faisant des contrats de garantir avec beaucoup d'autres sociétés, c'est pas qui viennent de l'étranger, mais nous ne sommes pas préoccupés non seulement à améliorer notre système éducatif, à promouvoir la recherche technologique, mais aussi il y a la gouvernance. Parce qu'on peut tout dire, même ce que nous vendons, on fait quoi avec? Il y a des personnes et des individus qui deviennent plus riches que la nation. Et donc, on a besoin de mettre en place un système de surveillance qui permettent de construire une gouvernance qui engendrerait des dividendes qui se répercuteraient sur les citoyens. Donc, en entendant tout ce que nous voulons en termes de défis, mais il faut organiser la gouvernance. Mais là, on a besoin d'une élite, une élite transformationnelle, une élite qui voyage dans l'état 50 ans, 100 ans, et qui voit la chose, et qui revient, et qui nous embarque. Mais alors, Norbert Yamba-Yamba, au-delà de tout, jusqu'à quand? On a compris la problématique. Vous aviez cerné la question, on a bien saisi. Mais ça va durer comme ça jusqu'à quand? Nous avions eu, je reprends ce que je disais au début, la première République, la deuxième République, la troisième République. L'inconscience est toujours là. L'enjeu est toujours là. Nous avons des richesses qui sont toujours pillées. Mais ça va continuer comme ça jusqu'à quand? La conscience, nous comprenons, vous avez la conscience. Est-ce qu'il y a un moment où on peut dire stop, que tout se transforme d'abord ici pour l'intérêt des Congolais, où nous allons continuer comme ça à espérer que demain, peut-être, le bon samaritain proviendra de la Belgique, proviendra de la France pour qu'il vienne travailler pour les Congolais? Vous savez, personne ne peut faire notre développement. Nous sommes responsables, en amont comme en aval. Malheureusement, nous sommes entrés dans un stade, dans un processus d'euphorie de jouissance, où les individus deviennent des propriétaires de la République et construisent des îlots d'abondance dans un océan de misère, s'imaginant que tout ce qui est dans la République leur appartient. Malheureusement, même si vous avez une plantation, si vous ne savez pas l'entretenir, elle devient une forêt. Et même s'il y a une forêt, il faut la protéger. Si vous la protégez, vous ne la protégez pas, elle va disparaître. Jusqu'à quand? Mais écoute, il faudrait que tout le monde paye le droit à la contestation pour dire ça s'arrête. Ça s'arrête et je suis très heureux. Tout le temps que nous faisons des émissions, Pascal, ce sont des émissions d'opinion, des débats d'opinion. Quelle est la Constitution? Est-ce que l'article est violé? Est-ce que ce n'est pas violé? Qui est majoritaire? Qui ne l'est pas? Ce sont des débats d'opinion. On n'est pas dans les débats de prospérité. La Constitution du 12 février 2006 avait prévu que lorsque nous organisons les élections, que ce soit des élections qui nous permettent véritablement de visualiser l'offre politique des différents candidats. Et on aurait souhaité, si on aimait le Congo, en 2006, on allait voir une confrontation de projets, projet contre projet. C'est lui qui détermine en disant, voilà ce que j'attends faire. Moi, je voudrais transformer la République au travers de la transformation des produits, des minéraux, ou à travers la transformation des ressources naturelles, etc. On n'a pas tendu ces débats-là. Vous savez, même le ministre, il est ministre de l'Agriculture, et on était plat de l'agriculture vers les droits de l'homme. On n'a pas posé la question, qu'est-ce qu'il a eu comme objectif? Qu'est-ce qu'il a réalisé comme résultat? Et qu'est-ce qu'il restait? Il part d'un ministère à l'autre. Nous ne sommes pas dans le débat d'opinion. Et ça, c'est la situation des écoles que nous avons faites. Tout le monde est auréolé d'un prestige d'avoir un diplôme d'université, mais tout le monde est un abruti fondationnel. Parce qu'en réalité, on n'est que des abrutis. On n'est pas des élites transformationnelles. Très bien. Et ça reste un défi. La bombe atomique qui a mis fin à la guerre mondiale, sa substance provenait de la République démocratique du Congo. Est-ce que les Congolais ont compris que nous avons les matières qui soutiennent la vie de toute une nation, de tout un monde, au fait,
mais nous avons l'impression que les Congolais ne comprennent pas. Et voilà, nous allons prendre un élément en rapport avec l'atelier que des experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique réfléchissent plutôt sur la problématique de la sécurité nucléaire. Et nous allons revenir. Un atelier des experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique regroupant plusieurs pays africains a été organisé à Kinshasa du lundi 11 au vendredi 15 mars 2019. L'objectif principal de cet atelier a été de revoir les objectifs du plan intégré de sécurité nucléaire. Pour cela, il a fallu élaborer un plan de mise en œuvre dans les années à venir, avec comme point saillant la mise en place de mécanismes de collaboration et de communication entre les autorités compétentes et définir en même temps le rôle des responsabilités en matière nucléaire, a bien expliqué l'expert burkinabé Zéphirin Ouedraogo. Qui nous a permis d'élaborer un plan de mise en œuvre pour les 3 prochaines années à venir, c'est-à-dire couvrant la période 2019-2021, et dont les principaux points saillants sont entre autres la mise en place des mécanismes de coordination et de communication entre les autorités compétentes devant contribuer à la mise en place d'un régime national de sécurité nucléaire et également à leur définir les rôles et responsabilités respectives en matière de sécurité nucléaire, la ratification d'un certain nombre d'instruments juridiques internationaux en matière de sécurité nucléaire, dont l'amendement à la CPPNL, la mise en place d'une architecture de détection, la mise en place d'un plan d'intervention en cas d'événement de sécurité nucléaire et l'évaluation des besoins en formation et en éducation devant aboutir à l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme national de renforcement des capacités des ressources humaines en matière de sécurité nucléaire. La IA reste disposée à vous accompagner pour mettre en œuvre ce plan. Je vous remercie. À cette cérémonie de clôture, quelques cadeaux provenant des autorités congolaises ont été remis aux autorités de l'AIEA afin de symboliser l'unité africaine dans la problématique de la sécurité nucléaire. Alors, Norbert Yamba, vous avez compris, là j'évoque un autre cas et qui caractérise malheureusement l'inconscience congolais sur ses potentialités. Je parle ici de la bombe atomique. Là, c'est une réunion où on a réfléchi sur la sécurité nucléaire aussi. Parce que le Congo regorge tout ça. C'est un défi énorme. C'est un défi. Ça, c'est un domaine aussi négligé qu'on ne sait pas comprendre qu'il faut maintenant mettre beaucoup d'accent. Pascal, je suis très heureux que vous me posiez cette question. Mais je voudrais insister sur le système éducatif, Pascal. Notre système éducatif nous donne la théorie, nous donne la pratique, mais ne nous donne pas la dimension spirituelle. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne transforme même pas ce système éducatif aujourd'hui? Simplement parce qu'il y a une scission, nous n'avons pas la spiritualité de ce que nous faisons. Le blanc, l'homme occidental, apprend la théorie, apprend la pratique, mais la théorie et la pratique est documentée par la vocation spirituelle. La vocation spirituelle inspire la personne à transformer. Ah là, chez nous, les pasteurs vont vous dire, attention avec la spiritualité. Qu'est-ce qu'il faut? Peut-être qu'il faut bien expliquer le sens de la spiritualité cette fois-là. Oui, les pasteurs vont en parler, mais c'est ce qui nous a bloqués. C'est la religion qui est importée, qui nous a amenés à devenir véritablement imbécilisés sur notre propre terrain. Les pasteurs vont en parler, ils vont en parler parce qu'ils nous ont apporté dans cette dimension-là. La spiritualité, chaque société a sa spiritualité. Regardez, Pascal, vous êtes au Sankourou, lors de la guerre de Mai Mai, ils viennent dans un village, ils étaient en train de tuer, et le village s'organise. Quand ils arrivent, ils trouvent un fleuve, monsieur Pascal. Ils ne savent pas où traverser. Ils n'ont pas de pirogue, ils sont rentrés. C'est une technologie, Pascal. C'est une technologie. Une technologie mystique, cette fois-là. Ah voilà. Même Dieu s'aime lamenter un moment que mon peuple périt. Par manque de connaissances. Par manque de connaissances. Regardez, vous êtes aux États-Unis. Nous avons le coltan ici. Nous pouvons fabriquer des téléphones. Quand vous prenez le téléphone, l'iPhone, vous appelez aux États-Unis, quelqu'un répond, vous dites d'accord. C'est la science. C'est la science, c'est la technologie. Un villageois prend un petit bâton, il téléphone son fils qui est en France avec un papier. Oh, sorcellerie. C'est mystique. Alors, vous croyez que quelqu'un puisse quitter la Terre pour aller se promener à 4 milliards de kilomètres? Vous croyez que c'est une formule qu'il a réalisée dans son laboratoire? La dimension spirituelle.
Cette dimension qui a fait l'Afrique pharaonique et la plus grande puissance du monde, il faut la réhabiliter, il faut la restaurer. Si nous voulons vraiment nous engager, je suis très heureux que mon président Félix parle du panafricanisme, etc. Le panafricanisme à la base, la restauration de l'identité, et je crois que ça deviendra véritablement le socle. Alors, lorsque on combine la science au travers 3 compartiments, la dimension théorique, la dimension pratique et la dimension spirituelle, à ce moment-là, nous aurons une source d'inspiration qui nous permette de transformer. Vous ne pouvez pas imaginer qu'il y a Ebola en Mbandaka et on va partir à la médecine tropicale ou aux États-Unis pour chercher les médicaments, où nous avons des pharmaciens, nous avons des médecins qui sont bloqués parce qu'ils ont mémorisé des petites théories sur des situations qui existent. Lorsqu'il y a une situation inexistante qui arrive, on est incapable d'inventer, on est incapable de pouvoir interroger notre environnement, notre végétation superbe. Et ça, c'est un problème, et c'est comme ça que Bom Bassam nous considère tous des intellectuels comme des abrutis fondationnels, des illettrés qui s'ignorent, et ne sont pas utiles pour transformer la République. Et nous resterons tout le temps qu'on n'aura pas un leadership qui comprend et qui fait ce diagnostic et qui embarque tout le monde vers une destination qui nous permet de transformer notre environnement. Êtes-vous exactement ou réellement scientifique? Ou vous êtes répétiteur, comme a dit votre invité? Parce que vous parlez français, vous répétez ce qu'on vous a enseigné, et c'est par là que nous mettons pratiquement un terme à notre émission. Alors Norbert Yamba, nous sommes à la fin. Nous vous remercions pour avoir accepté de répondre à notre appel ce soir. Merci beaucoup Pascal. Je voudrais vraiment vous féliciter. Féliciter la chaîne qui fait passer cette émission. Que hier, Télé 50. Télé 50, bien entendu, qu'on a fait trop de débats sur les opinions. Mais on a laissé passer des débats sur la prospérité, sur l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Or, pour améliorer les conditions de vie des citoyens, il faut avoir des stratégies alternatives. Et ces stratégies s'acquièrent par la puissance du savoir, par la puissance de la connaissance. Et cela exige véritablement la technique. Mais écoutez, il y a trop de politique, il y a peu de techniques. Il faut maintenant remplacer les techniques par les politiques et vous aurez des résultats en transformant nos richesses et cela va retentir sur tous les citoyens. Voilà, on est à la fin de l'émission que nous avons reçue pour vous, Norbert Yamba, expert international en matière de gestion rationnelle des ressources naturelles, enseignant à l'université, cadre de l'UDPS, avec lui on a échangé. Nous sommes à la fin, nous disons simplement merci, au revoir et à la prochaine.